Bienvenue dans cette nouvelle exploration. On cherche tous un peu le succès d'une manière ou d'une autre, non? Mais bon, le chemin est souvent plein d'obstacles. Et si en fait une grande partie de la clé, c'était notre état d'esprit. Aujourd'hui, on va plonger dans les liens entre la persévérance, le développement personnel et le succès. On s'appuie pour ça sur une source vidéo qui analyse tout ça. L'idée, c'est d'en tirer des stratégies concrètes, des principes pour cultiver cette détermination et puis une attitude positive face aux défis. Alors, allons-y, explorons ça de plus près. Bon, d'abord, la source insiste vraiment sur un truc fondamental. Sans détermination, sans persévérance, le succès, c'est compliqué. Il faut cette envie de continuer, tu vois, même quand on échoue, même quand on a juste envie de tout laisser tomber. D'ailleurs, elle cite Benjamin Franklin. L'énergie et la persévérance conquièrent toute chose. Oui, et c'est intéressant comme cette persévérance est mise vraiment au-dessus de tout le reste. Plus que le talent, l'intelligence, même l'éducation, quoi. La source cite Calvin Coolidge. Rien dans ce monde ne peut remplacer la persévérance. Le monde est empli de vagabonds éduqués. La persévérance et la détermination sont omnipotentes. En gros, cette capacité à tenir bon, qui est hyper liée au développement de soi, c'est ça le vrai chemin vers la réussite. Ça aide à transformer les galères en chances, tu vois. Et c'est pas présenté comme facile, hein, plutôt comme un sentier tortueux. Les succès qu'on admire, ils seraient pas arrivés sans cette ténacité face aux galères, hein. La source le dit clairement. Sans ce trait de caractère, tous vos efforts vous sembleront vains. C'est la base, quoi. Alors, après ça, la source s'inspire beaucoup de Napoléon Hill pour dessiner un peu une feuille de route vers le succès. Un succès d'ailleurs qui serait à la fois spirituel et matériel. Le point de départ, vraiment le tout début, ce serait le désir ardent. Pas juste une petite envie, hein, mais un truc beaucoup plus profond. Exactement. C'est pas un souhait vaillet, c'est une obsession positive, si on veut. Une vraie force émotionnelle qui est liée à un but super précis. Et c'est cette intensité, d'après la source, qui permettrait de trouver les ressources pour rendre possible l'impossible, en quelque sorte. C'est le moteur de départ. D'accord. Une fois qu'on a ce désir brûlant, comment on fait pour pas le perdre face aux doutes qui arrivent forcément? C'est là qu'intervient l'idée de la foi appliquée. Oui, c'est ça. Et là, la foi, c'est pas forcément religieux, attention. C'est une conviction mentale très forte, une certitude quasi absolue qu'on va réussir, même sans preuve immédiate. On peut penser à Thomas Edison, avec ses 10 000 essais avant l'ampoule. Ou Einstein, qui avait promis son futur prix Nobel à son ex-femme bien avant de l'avoir. C'est cette attitude qui est résumée par la phrase « Tôt ou tard, l'homme qui gagne est celui qui pense qu'il peut ». Ah ouais, ça demande une sacrée force mentale, hein, quand même. Et comment la source suggère de cultiver ça activement? Alors là, on arrive à l'autosuggestion. L'idée, c'est d'utiliser consciemment son imagination, la répétition, la visualisation quotidienne de l'objectif atteint. Et ce qui est crucial, nous dit la source, c'est l'émotion qu'on met dans ces visualisations. Faut pas que ce soit juste des pensées froides, quoi. Ça doit vibrer. La source parle aussi d'une technique spécifique, les affirmations de Noah Saint John. C'est assez intriguant comme concept. Oui, c'est intéressant. Au lieu d'affirmer, par exemple, «je suis riche», on se poserait la question «pourquoi suis-je immensément riche ?» L'idée derrière ça, qui vient de l'histoire perso de Saint John, qui a transformé sa vie comme ça, c'est que notre cerveau est fait pour chercher des réponses. Donc en posant une question qui présuppose déjà le succès, on pousserait notre subconscient, qui selon la source gère genre 90% de nos pensées, à chercher activement les preuves et les chemins vers ce succès. C'est un peu comme hacker son propre dialogue intérieur, en quelque sorte. Malin. Et après avoir bossé sur l'état d'esprit, la source revient à des choses plus concrètes, comme la connaissance, j'imagine. Tout à fait. On passe à la spécialisation. Bon, la culture générale, c'est bien, mais pour atteindre des buts précis, surtout matériels, la source dit qu'il faut acquérir des connaissances très spécialisées et intelligemment dirigées. Suffit pas de savoir plein de trucs, il faut savoir quoi savoir et comment s'en servir. C'est un appel à apprendre de façon ciblée et tout le temps. Et cette connaissance, elle doit servir à créer du neuf, non? C'est là que l'imagination entre en jeu? D'expérience de pensée. On pense forcément à des gens comme Musk, Bezos, Zuckerberg, Jobs. Ils ont imaginé des futurs complètement fous depuis leur garage au début. La citation de Musk, «Si le futur ne consiste pas à pouvoir vivre dans les étoiles», je trouve cela déprimant. Ça illustre bien cette capacité à voir plus loin, à féconder le réel d'idées nouvelles comme dit la source.
D'accord. Désir, foi, suggestion, spécialisation, imagination. On a les ingrédients. Mais il faut la recette, non? Un plan? C'est ça. L'élaboration d'un plan, c'est l'étape logique suivante. Avoir une feuille de route précise, c'est indispensable pour que les idées deviennent réalité. Et là encore, on nous rappelle l'importance de la persévérance. Les premiers plans, souvent, ils ratent. Faut ajuster, continuer, pas lâcher. Et qui dit plan dit choix à faire, ce qui nous mène à la prise de décision. Oui, la capacité à décider vite, fermement, et puis à s'y tenir, c'est présenté comme un point commun des gens qui réussissent. La source conseille de développer son propre jugement, de pas trop écouter les avis des uns et des autres, pour pas se laisser détourner de son objectif. Savoir où on va, c'est bien, mais y aller tout seul, c'est plus dur. L'entourage, la source en parle aussi, hein. Ah oui, absolument. C'est le concept du mastermind, de l'alliance d'esprit, s'entourer de gens compétents, positifs, qui nous tirent vers le haut. Et ignorer les critiques qui servent à rien. La citation de Jim Rohn est très parlante. Nous représentons la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Donc l'environnement social, c'est crucial. La source va même jusqu'à dire que les états d'âme sont contagieux. Oui, elle suggère que les malchanceux attirent l'adversité et qu'il faut donc choisir avec qui on passe du temps. L'exemple de Steve Jobs est bon. Il n'était pas l'ingénieur, mais il savait trouver les meilleurs, comme Wozniak, et les écouter. Ça rejoint une autre idée de Hill qui est mentionnée. L'homme vraiment instruit, c'est celui qui sait où trouver l'info et comment l'organiser pour agir. Le mastermind, c'est un moyen d'accéder à cette intelligence collective. Toutes ces actions, ces pensées conscientes, on dirait qu'elles visent à influencer quelque chose de plus profond, le subconscient. Exactement, c'est la 9e étape. Le subconscient est décrit un peu comme une machine puissante qui prend les suggestions qu'on lui donne le plus souvent, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et il les met en œuvre. La logique est simple. Selon la source, si on sème du positif, on récolte du positif. En gros, il exécute le programme qu'on lui donne avec nos pensées répétées, surtout celles chargées d'émotions. Et les dernières étapes, là, ça devient un peu plus abstrait. Le cerveau humain et le 6e sens. Le cerveau comme une radio, le 6e sens comme une imagination créatrice. Comment on interprète ça concrètement? C'est vrai que ça devient plus métaphorique là. Le cerveau comme radio, ça suggère peut-être une connexion à quelque chose de plus grand, une sorte d'intelligence universelle. Le 6e sens, ou imagination créatrice, c'est présenté comme le sommet du processus. Une sorte d'intuition super affinée, à laquelle on accéderait quand on maîtrise les étapes d'avant, notamment par la méditation. La source parle même de conseiller invisible, s'inspirer mentalement de grandes figures historiques. En fait, on peut y voir l'idée de développer une sorte de sagesse intuitive, profonde, par la pratique et l'alignement de ses pensées et actions. Tout ce parcours nous amène naturellement à l'importance de l'état d'esprit global. La 3e grande partie de la source se concentre justement sur ça, cultiver une mentalité positive. Elle va même jusqu'à dire que le vrai succès, finalement, c'est la paix intérieure et la maîtrise psychologique, plus que l'argent ou la gloire. Et c'est fondamental, parce que la source rappelle un chiffre assez dingue. Sur les 60 000 à 80 000 pensées qu'on aurait par jour, presque 80% seraient négatives par défaut. D'où l'image bien connue du verre à moitié vide ou à moitié plein. C'est notre perception qui change tout. Mais qu'est-ce qu'on entend par pensée positive ici? C'est pas juste faire l'autruche et ignorer les problèmes, si. Ah non, pas du tout. La source est très claire là-dessus. C'est pas nier la réalité ou les difficultés. C'est plutôt la capacité à chercher le bon côté, à regarder au-delà de l'infortune. Et surtout, à voir les échecs non pas comme des fins en soi, mais comme des détours, des occasions d'apprendre et de faire autrement. Et garder cette perspective, ça demande un effort conscient, des actions précises. Et quels seraient les bénéfices concrets si on fait cet effort? Ils sont nombreux, d'après la source. D'abord, une meilleure santé, mentale et physique. Parce qu'un état d'esprit positif, ça réduirait le stress, l'anxiété, la dépression et du coup, les problèmes physiques liés. Ensuite, une meilleure productivité au boulot. Un vendeur optimiste vendrait plus, un manager positif créerait une meilleure ambiance, ce qui ouvre des portes pour la carrière. Et puis, de meilleures relations sociales. On est naturellement plus attiré par les gens qui dégagent du positif, non? D'accord, les bénéfices sont clairs. Mais comment on fait concrètement au quotidien pour cultiver cette mentalité? La source donne des pistes? Oui. Et c'est là que ça devient très pratique. Plusieurs stratégies sont proposées. D'abord, les affirmations positives. Commencer la journée avec ça. Les formuler pour qu'on y croit vraiment, les dire à voix haute pour que ça rentre mieux.
Il y a des exemples comme « Mon esprit est un jardin dans lequel je plante de la positivité » ou « Je suis responsable de l'énergie que je laisse entrer et sortir » ou encore « Rien ne peut atténuer la lumière qui brille de l'intérieur ». Ça fait écho à l'autosuggestion dont on parlait tout à l'heure. Quoi d'autre? Ensuite, bien choisir son entourage et ses influences. S'éloigner consciemment des gens tout le temps négatifs et chercher activement des modèles inspirants, livres, podcasts ou des vraies personnes. C'est lié au mastermind en fait. Logique. Et la gratitude? On en entend beaucoup parler en développement personnel. C'est abordé? Oui, la gratitude est présentée comme essentielle. Ce serait un élément clé pour des relations saines et pour l'intelligence émotionnelle. La source cite même des recherches qui montreraient que pratiquer la gratitude rend plus heureux et améliore la santé. C'est un bon antidote à la négativité, quoi. Intéressant. Il y a d'autres leviers d'action? Oui, deux autres points importants sont soulignés. La proactivité, prendre les devants, fixer ses propres buts, créer ses opportunités au lieu de juste réagir à ce qui arrive. C'est reprendre les commandes en gros. Et enfin, le focus sur la solution. Face à un problème, au lieu de tourner en rond sur l'obstacle, chercher activement des moyens d'avancer, même par petits pas. S'orienter vers l'action et la solution, ça nourrit l'optimisme et le sentiment qu'on peut y arriver. Très bien. Alors, si on essaye de résumer un peu tout ça, on a vu l'importance capitale de la persévérance comme fondation, puis toute une série d'étapes inspirées de Napoléon Hill pour structurer sa démarche. Nourrir un désir ardent, cultiver une foi solide, utiliser l'autosuggestion, se spécialiser, être imaginatif, planifier, décider, bien s'entourer et influencer son subconscient. Et tout ça, c'est soutenu par le fait de cultiver activement une mentalité positive au jour le jour. C'est exactement ça. L'idée générale qui ressort de cette source, c'est que le succès, peu importe comment chacun le définit, c'est pas une question de chance. C'est plutôt le résultat d'un travail sur soi et d'actions conscientes. Ces principes, ils offrent une sorte de cadre pour affronter les défis avec plus de résilience, plus de créativité et un sentiment plus fort de contrôle sur sa propre vie, que ce soit au boulot ou dans sa vie perso. Et pour finir notre exploration, peut-être une question à laisser en suspens, au-delà de tous ces concepts, si on devait choisir une seule petite action, là, maintenant, pour commencer à orienter son état d'esprit vers plus de positif, vers plus de solutions, quelle serait cette toute première action, Sam?